Bonjour Joël Dicker, merci d'être avec nous pour cette édition de Book City. On est enchanté de vous avoir avec nous, même si Avec en virtuel. plaisir. Bonjour à distance et virtuellement, comme on doit le faire dans ces moments un peu troublés. Exactement. Alors, on essaye aussi d'explorer avec vous votre nouveau livre qui est paru déjà depuis quelques mois en Italie, un énorme succès, comme d'habitude, on va dire. On vous connaît en Italie et dans le monde pour vos romans aux intrigues captivantes. Vous êtes l'auteur francophone le plus traduit et le plus connu en ce moment. Mais on sait moins que très jeune, vous aviez une passion pour la nature. D'ailleurs, le titre de notre rencontre est justement l'énigme de la nature et on voulait dévoiler un peu aux lecteurs aussi cette face, on va dire, plus cachée de vous. C'est d'ailleurs, si je ne me trompe pas, le premier personnage de votre fiction, d'une de vos fictions, le premier personnage était un animal, un tigre de Un Sibérie qui tigre. terrorise une ville. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire plus sur cette œuvre, cette première œuvre que vous avez faite très jeune? Oui, vous avez raison. Alors, avant tout, j'ai une passion qui est toujours là pour la nature, pour les animaux. Et d'ailleurs, la nature et les animaux ont été mon premier rapport à l'écriture parce qu'avant le tigre dont vous parlez ici et que j'ai écrit vers l'âge de 19 ans, avant ça, entre l'âge de 10 et de 17 ans, pendant 7 ans, j'ai tenu un journal sur les animaux qui s'appelait la Gazette des animaux, que j'écrivais en français à Genève chez moi, et qui était un vrai journal, c'est-à-dire que ce n'était pas de la fiction, c'était des faits, et je racontais tous les mois des articles sur les animaux qu'on voyait soit à Genève, soit en Suisse, soit plus loin. Et je vous parle de ça parce que ça a été ce rapport à la nature, et j'ai écrit ce journal parce que la nature me fascinait déjà. Et il y avait aussi cette conviction de l'importance de protéger notre planète. Et en fait, en écrivant ce journal, j'ai pris conscience aussi de la force du partage par l'écrit. Parce que j'écrivais ce journal le soir après l'école ou le week-end chez moi. C'était avant Internet. Donc, une fois qu'il était fait, je l'imprimais, je pliais les exemplaires, je les mettais dans des enveloppes, je les envoyais par la poste à des abonnés. Et quelques jours plus tard, les abonnés le recevaient, lisaient ce journal. Et puis souvent, parce que ça se faisait encore à cette époque-là, pas si lointaine, ils m'écrivaient un petit mot. Ils prenaient un morceau de papier, ils m'écrivaient un petit mot en me disant, j'ai lu votre magazine sur le renard ou le loup, ça m'a beaucoup intéressé, merci beaucoup. Et ils mettaient ça à la poste et ça me parvenait quelques jours plus tard. Et je vous raconte ça parce que j'ai été très marqué par cette expérience qui, au fond, le rapport entre un écrivain et un lecteur, parce que vous écrivez votre texte à un moment donné, et puis ensuite, après ou bien après, votre texte est lu, et puis encore après, vous rencontrez des lecteurs en librairie et vous parlez de ça. Et ça donne au moment de l'écriture une dimension très intemporelle et très infinie, parce que ce n'est pas parce que votre texte a été écrit qu'il est terminé, parce qu'une fois que votre texte est écrit, il va être lu, apprécié, interprété, modifié selon l'interprétation à l'envie par des lecteurs. Et donc, chemin faisant avec cette Gazette des animaux, un jour, je me suis rendu compte que j'aimais l'écrit, j'aimais écrire, j'aimais le partage, mais que j'en avais un petit peu marre de la réalité. J'en avais un petit peu marre de ne pouvoir raconter que des faits réels, et j'avais envie d'inventer moi aussi. Et j'avais envie moi aussi de pouvoir utiliser le pouvoir de ces mots pour me livrer à un exercice qui me plaisait déjà beaucoup en tant que lecteur, c'est le roman, c'est la fiction. Et c'est comme ça que je me suis essayé, après quelques essais pas très fructueux, je me suis essayé finalement à une longue nouvelle. J'ai d'abord essayé d'écrire des romans, mais c'était un peu compliqué pour des raisons de structure. C'est difficile d'écrire un roman, de se lancer comme ça, surtout quand on est jeune, de savoir mais comment est-ce qu'on prépare le plan d'un roman. Et donc finalement, je l'ai fait sous forme d'une nouvelle relativement longue qui s'appelle, comme vous le disiez, Le Tigre, et qui est une histoire qui raconte comment dans la Sibérie de l'Empire russe, donc avant la Révolution, un tigre de Sibérie terrorise toute la population, et le tsar, pour arriver à éliminer cet animal,
offre au chasseur qui abattra ce tigre le poids de l'animal ou du chasseur, pardon, en or. Et c'est comme ça qu'un jeune chasseur qui s'appelle Ivan décide de partir de Saint-Pétersbourg et d'aller à Moscou, en Sibérie, pardon, pour traquer le tigre et essayer de pouvoir obtenir cette récompense. Et d'ailleurs, le Tigre, la Gazette des animaux, qui était justement ce journal que vous avez fait très longtemps, d'ailleurs, ça a été aussi un petit succès à votre échelle, comme revue de presse. Est-ce que cette passion que vous avez eue, elle est restée? Comment qu'est-ce qu'elle vous inspire aujourd'hui? Est-ce que, par exemple, l'importance des paysages dans votre œuvre et vous fait travailler aussi dans ce que vous imaginez comme livre? Oui, elle me reste. Alors, vous parlez des paysages dans les romans, je l'aborderai un peu différemment parce que, en général, dans les romans, pour moi, en tout cas dans les romans que j'écris, le paysage est presque un personnage à part entière. C'est-à-dire que vous avez dans le paysage quelqu'un de présent, quelqu'un qui existe, quelqu'un qui a une identité. C'est l'identité du paysage américain dans mes premiers romans, c'est l'identité de Genève, de la Suisse, des montagnes dans mon dernier livre. Mais je dirais que ce rapport à la nature, je le garde de façon très forte, d'abord par mon émerveillement pour la nature et les animaux, par cette envie de toujours aller me promener, de découvrir des animaux, d'essayer de les apercevoir, par une conscience écologique très forte, et aussi en ce qui concerne ma littérature, dans l'inspiration. Pour moi, la promenade en forêt, la promenade dans la nature est un moment très important pour l'esprit parce qu'on est en alerte. On est en alerte avec les odeurs, avec les bruits, avec ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas, avec ce qu'on attend, ce qu'on appréhende. Et il y a quelque chose de très important pour l'équilibre moral et mental, je trouve, dans les paysages que la nature nous offre. Et en général, quand je suis dans un livre et que je suis un peu coincé parce que l'idée ne vient plus ou que j'arrive pas à canaliser une idée ou que je sais pas très bien où je veux en venir, alors une bonne promenade, une rencontre avec la nature, en général, ça fait beaucoup de bien. Vous disiez, j'ai vu dans des entretiens que petit, vous rêviez d'aller à la rencontre des ours, des animaux du Grand Nord. Est-ce que vous l'avez fait? Que pensez-vous quand vous voyez que Oui, les glaciers fondent inexorablement et que ces animaux sont à risque d'extinction, ou en tout cas en péril? alors j'ai eu la chance de le faire. J'ai eu la chance à quelques reprises d'aller dans le Grand Nord canadien, d'aller en Alaska, de vivre cette rencontre absolument fascinante et extraordinaire avec les ours, avec les loups. Ce sont d'ailleurs des moments très forts de ma vie et dont je garde vraiment un souvenir très puissant et auquel je pense souvent. Et je constate avec beaucoup d'inquiétude et beaucoup de tristesse la situation du monde, la situation du climat, la situation de la planète. Alors, vous parlez évidemment du changement climatique, de la fonte des pôles, des températures complètement incroyables qu'on a dans le Grand Nord aujourd'hui et qui ne sont pas normales et qu'on peut mettre aussi en parallèle avec la surconsommation qu'on fait, avec le gaspillage alimentaire absolument épouvantable. On a, et je ne veux pas inventer des chiffres maintenant comme ça parce que je ne les ai pas écrits sous les yeux, mais la proportion du gaspillage alimentaire est absolument terrifiante. La proportion du gaspillage énergétique qu'on fait aussi. Et c'est pour ça qu'on est aujourd'hui, je crois, vraiment dans un moment très charnière et très important, parce qu'on peut encore, mais on arrive plus ou moins au bout, on peut encore changer les choses avec quelques petits changements. Ça, c'est important de se dire qu'aujourd'hui, on a encore des habitudes qu'on devrait changer, arrêter d'utiliser des sacs plastiques, arrêter d'envelopper tous nos aliments dans des plastiques, des films alimentaires qui polluent énormément, arrêter de tout jeter n'importe comment, trier, ne pas, ça c'est un exemple très important, on a tous probablement chez soi le chargeur du téléphone portable qui est en permanence dans la prise, même si on ne charge pas le téléphone. Vous avez sûrement près de votre lit un Oui. chargeur pour votre portable. Eh bien, si votre chargeur est dans la prise, même si on ne l'utilise pas, ça consomme de l'énergie. Et la consommation énergétique des chargeurs de téléphone qu'on a
à la maison, dans la chambre, dans le bureau, au bureau qu'on peut avoir, etc. C'est une consommation qui est telle que c'est un juste geste-là de le débrancher, c'est énorme. Le geste de débrancher son modem quand on part en vacances ou même quand on part le matin et qu'on rentre à 6 heures et qu'on a passé 12 heures loin de chez soi, de rebrancher le modem, ça prend 1 minute ou 2. Et ça, si on le fait tous les jours, de le couper pendant les 12 heures où on n'est pas là, tout ça, mis bout à bout, le changement, il est là. Et je crois que c'est important de se rendre compte maintenant et de faire un effort maintenant. Vous, tous ces gestes, vous les faites? Vous êtes vraiment, quand vous parlez de conscience écologique, c'est vraiment dans votre vie quotidienne, comme vous l'expliquez maintenant? Oui, alors moi, je le fais et je trouve que je pourrais faire plus, mais oui, j'ai des prises qui ont, comme on dit, des switches, donc que je peux éteindre. Donc, pour ne pas avoir à enlever la prise du téléphone du mur, eh ben, ce que j'ai fait, c'est que j'ai simplement un switch. Et donc, les prises que je n'utilise pas, je les éteins quand je pars de chez moi. J'éteins le modem quand je pars de chez moi. C'est des toutes petites choses, mais je veux croire que ça fera une différence. Et je crois qu'on a vraiment besoin, dans ce monde dans lequel on vit, de se rendre compte à quel point on est un monde global dans le bon sens du mot. Dans global, il y a parfois des mauvais côtés, mais il y a aussi un bon côté. Ça veut dire que ensemble, on peut changer les choses. Ensemble, on peut se lever et dire je veux que ça change. Seul, ça sert à rien. Si je suis moi tout seul à être le seul qui enlève la prise tous les matins et qui la remet le soir, ça ne change rien. Mais si vous tous, si nous tous ensemble, dans le monde entier, on prend cette seconde le matin pour enlever la prise, alors le changement, il est possible. Vous vous êtes engagé dans des causes comme ça écologiques? Vous avez aussi été militant dans ce sens? J'ai été militant, c'est un grand mot, mais j'ai beaucoup participé quand j'étais enfant à des séminaires, à des camps avec le WWF ou des organismes en Suisse, mais qui étaient plutôt des séminaires pour l'éveil, sur l'éveil à la nature. Moi, je crois que le militantisme pour ça aujourd'hui, il est de le faire avec ses proches à la maison, avec sa femme, son mari, ses enfants, ses parents, ses amis, tous ceux qu'on voit, et les inciter et les sensibiliser et leur dire à quel point c'est un geste qui est important de trier ses déchets, de ne pas gaspiller, d'avoir une consommation responsable, c'est très important. Vous savez que tous les ans, on consomme les ressources de la planète. Donc, si on fait le calcul de ce que la planète peut produire du 1er janvier au 31 décembre pour l'humanité, eh bien, au mois d'août, on a déjà consommé tout ce qu'on pouvait. Donc, on vit à crédit. Et ce sont des éléments comme ça qui peuvent peut-être aider les gens à se rendre compte à quel point il y a quelque chose qu'on doit faire et à quel point c'est pas si compliqué que ça. On parlait des glaciers et on revient à votre dernier roman parce que votre dernier roman, L'énigme de la chambre 622, se situe entre Genève et le petit village alpin Verbier. Oui. Donc il y a ces montagnes, il y a ce palace avec ces mystères. C'est un havre de paix, mais qui cache une guerre féroce dans le monde de la haute finance. On pense un peu, vous parliez des paysages qui sont pour vous une identité à part entière dans vos livres. On pense à des atmosphères à Agatha Christie. Moi, j'ai pensé aussi à La montagne enchantée, mais avec, disons, évidemment, c'est un palace, ce n'est pas un sanatorium, mais il y a cette idée du paysage paisible qui a une tension qui monte derrière. Pouvez-vous nous dire, voilà, ce paysage qui est un des personnages de votre dernier livre, qu'est-ce qu'il raconte? Oui, c'est vrai, le paysage de Verbier, et vous faites ces rapports qui me plaisent énormément parce que ce sont des livres qui m'ont marqué ou des auteurs qui m'ont marqué. C'est un paysage très calme, très apaisé. Ce sont les Alpes suisses, donc ce sont des beaux panoramas avec de la neige, avec des forêts, avec une atmosphère très agréable et avec en plus dans cette montagne un palace, donc un hôtel dans lequel on se sent bien et dans lequel quand il fait froid dehors, il fait chaud dedans, il y a des cheminées, on est confortable, on est au coin du feu. Et donc tout ça sont des ambiances très agréables. D'une part parce que pour moi, c'est important d'emmener mon lecteur dans une ambiance qui est agréable. Parce que en tant que lecteur aussi, hein, j'aime lire des livres
Même si l'intrigue elle-même peut avoir des moments moins agréables, j'aime que l'ambiance, que l'atmosphère soit une atmosphère dans laquelle on se sent bien, parce que je trouve que l'atmosphère de la vie en général n'est pas une atmosphère très agréable. Encore moins maintenant, on est en pleine pandémie, c'est très compliqué, la moitié du monde est confiné, euh, ça va particulièrement mal, mais ces dernières années, de façon plus générale, les temps ont été durs. Et je trouve que, selon mon avis, hein, un des rôles de la littérature, c'est quand même d'être capable de donner au lecteur un échappatoire à ce monde désagréable, un échappatoire à toutes ces mauvaises nouvelles et à toute inquiétude et toute l'angoisse qu'on peut avoir en ce moment, et de pouvoir entrer dans un monde beaucoup plus agréable dans lequel on se sent bien. Donc tout ça pour vous dire que ce décor de montagne, ce palace, il a vraiment pour vocation dans le livre à créer une scène dans laquelle on se sent bien, à l'intérieur ensuite de laquelle il peut se passer, comme je le disais avant, des choses moins agréables. On a à un moment donné, et je ne trahis pas un secret parce que c'est la première page du livre, un meurtre qui a lieu dans ce palace. Et on va remonter toute l'enquête et découvrir ce qui s'est passé d'abord avant le meurtre, ce qui a mené au meurtre, et ensuite la résolution du meurtre. Mais à l'intérieur de ça, c'est censé être une atmosphère qui est agréable. On vous a connu comme écrivain à succès aux États-Unis, même si vous êtes suisse. Et là, du coup, c'est la première fois, on est chez vous, parce que là, les paysages que vous avez racontés en ce moment et que vous décrivez dans le livre, c'est vos paysages. C'est vraiment là où vous vivez. Oui, ça a été un roman un peu charnière pour moi dans l'écriture. Ça faisait déjà quelques années que j'essayais de situer un roman en Suisse. C'était pas facile parce que, parce que pour moi, raconter un roman aux États-Unis m'offrait une grande liberté dans la mesure où je connais très bien les États-Unis, je connais très bien la côte Est. J'y ai passé tous mes étés, 2 mois par année, de l'âge de 4 à 25 ans. J'y suis encore, enfin maintenant plus à cause de cette épidémie, mais en général, j'y suis 2 fois par an, si c'est pas trois. Donc je connais très, très bien cet endroit. Et en même temps, en racontant les États-Unis depuis Genève où j'habite et où j'écris, ça me permettait d'être dans un lieu de liberté que je connais très bien et donc que je peux raconter avec beaucoup de crédibilité, mais en même temps, la distance avec ces lieux me permet vraiment de me détacher et de raconter une fiction complètement inventée et d'inventer ce que je veux. Et ça, c'est important pour moi. Et quand j'ai commencé à vouloir raconter un peu Genève, la ville dans laquelle je vis, où je suis né, j'ai rapidement eu cette difficulté, ou plutôt cette confrontation entre la fiction que j'écris et la réalité de ma ville. Et la réalité, c'est l'ennemi de la fiction. Parce qu'en général, dans la fiction, vous voulez raconter les choses comme vous voulez qu'elles soient ou comme vous les imaginez. Et puis quand vous êtes dans la réalité, vous êtes rattrapé par la réalité qui vous dit, mais ce que tu as imaginé, c'est pas possible. Parce qu'en réalité, c'est différent. Et donc, si j'ai envie de raconter dans mon livre à quelqu'un qui va faire son jogging au bord du lac Léman, comment est-ce que je peux faire en sorte que son jogging, ses sensations, ce qui se passe pour lui, ne soit pas ma réalité à moi quand je vais courir au bord du lac, mais soit bien la réalité du personnage. Comment rester dans cette exigence de fiction et de ne pas rentrer dans quelque chose qui soit, et qui ne me plaît pas beaucoup, de l'autofiction. Pourquoi? Parce que l'autofiction, c'est un récit, et un récit, c'est pas un roman. Le roman, c'est l'invention. Et donc, ce roman à Genève a été important pour moi, il m'a demandé beaucoup de travail pour parvenir à rester complètement dans le monde de la fiction, tout en étant dans un territoire qui est ma réalité. Justement, vous jouez beaucoup avec cette limite, cette frontière entre fiction et réalité, parce qu'il y a quand même le personnage qui est dans le livre, qui commence le livre, qui va dans ce palace. C'est quand même un écrivain de succès qui s'appelle Joël. Donc, on a quand même un double. Pourquoi choisir ce Joël écrivain, qui d'ailleurs va raconter, après on y arrivera, aussi son parcours d'écrivain et la rencontre qu'il a eue avec cet éditeur très fondamental pour lui. Pourquoi vous mettre en quelque manière en scène? Oui, vous avez raison. Il y a ce personnage de Joël dans le livre. Alors, la présence de ce personnage Joël, la raison, elle est double.
La première, c'est que quand j'ai commencé à écrire ce livre, c'était juste après le décès de mon éditeur Bernard Defallois, qui a été un homme très important, qui a été l'homme à qui je dois le succès que j'ai eu et que j'ai encore. Et j'ai eu vraiment envie de lui rendre hommage en racontant quelques éléments de notre relation éditoriale ensemble. Et le roman avait commencé comme ça, sous forme d'un récit. Et puis finalement, je me suis dit, mais j'écris un récit alors que ce qui m'a lié avec Bernard, c'est le roman. Et donc, j'ai voulu tourner ça en roman, en intégrant ce récit dans un roman policier plus global et plus large, qui est le roman qui existe maintenant. Et en pensant à ces parties de récit, je me suis dit, mais d'abord, il faudrait, pour être tout à fait cohérent, il faudrait que le Joël du récit soit aussi le Joël du roman pour que le lecteur ne se perde pas. Donc ça a commencé comme ça. Et en y pensant, je me suis dit, mais ça, c'est amusant parce que ça va me permettre une expérience. Il m'est arrivé une expérience très amusante avant celle-là. C'est l'expérience de La vérité sur l'affaire Harry Kéber, qui est mon deuxième roman, mais qui est le premier qui a eu un succès très important, et dans lequel le narrateur est un écrivain à succès qui s'appelle Marcus Goldman et qui habite New York. Et j'ai été fasciné parce que depuis ce roman-là, tous les lecteurs qui me parlent de ce livre me disent, mais Marcus, c'est vous. Alors je dis, mais non, Marcus Goldman à New York, écrivain à succès, que j'invente quand je suis Joël Dicker à Genève, écrivain que personne ne lit, pour moi, il n'y a aucune similarité. Donc ça n'a rien à voir. Et pourtant, les gens maintiennent. Ils ne me posent plus la question, ils me disent, si, c'est vous. Et ensuite, on a fait une série télé sur La vérité sur l'affaire Harry Kéber, et des gens m'ont dit, ils me disent encore, ils me disent, ah, la série est bien, mais le personnage de Marcus, physiquement, il ne vous ressemble pas du tout. Et je dis, mais c'est pas moi, Marcus. Et les gens disent, mais si, c'est toi quand même. Et alors, j'ai eu envie, avec ce personnage de Joël, dans mon roman qui se passe à Genève, de faire une expérience, de créer un électrochoc. Et c'est amusant parce que le personnage de Marcus Goldman à New York, les lecteurs en général me disent, c'est toi Joël. Alors que le personnage de Joël, écrivain qui habite Genève, les gens s'interrogent, se disent, mais ça ne peut pas être toi, ce serait trop simple. Qui est ce personnage? Et j'aime bien cette idée. Pourquoi? Parce que pour moi, ce questionnement ou cette décision que le lecteur fait, elle montre bien qu'au fond, dans un roman, qui a le pouvoir? Ce n'est pas le romancier, c'est le lecteur. C'est le lecteur qui a le dernier mot. C'est le lecteur qui décide au final de comment se passe ce livre, de comment sont les personnages. Et moi, écrivain, je peux passer 10 pages d'un livre à vous décrire un personnage en vous décrivant physiquement ses cheveux, son visage, son nez, ses yeux, sa bouche, sa peau, son corps, ses vêtements, qui il est, comment il est. Je peux passer 10 pages à vous le raconter. Si vous, lecteur, entre les lignes, vous l'imaginez autrement, eh ben, c'est votre imagination qui gagne. Et ça me plaît beaucoup. D'ailleurs, l'éditeur Bernard Defallois, vous prenez des parties de récits, donc du coup là c'est vraiment la vraie vie qui sont dans le livre, et vous lui dédicacez le livre avec cette dédicace très, très touchante à mon éditeur, à mon ami, mon maître, Bernard Defallois, puissent tous les écrivains du monde connaître un jour un éditeur aussi exceptionnel. Vous aviez, je crois, 26 ans quand vous l'avez connu, il avait Oui. 85 ans. C'était déjà un géant du monde de l'édition française qui avait publié d'immenses écrivains comme Simenon, par exemple. Au début, ça ne s'est pas tout de suite bien passé. C'était un maître, un ami, comme vous le dites dans cette dédicace, mais la première rencontre a été difficile. D'ailleurs, il a refusé votre premier roman. Oui, comme toutes les grandes amitiés, en général, elle commence très mal. Et c'est le cas pour cette amitié avec Bernard aussi. J'ai rencontré Bernard quand il m'a expliqué pourquoi il ne publierait pas mon livre et que mon livre était très mauvais. Et là, je vous parle de mon premier roman. C'était les derniers jours de nos pères. Absolument. Qui est en fait mon premier roman paru et qui est paru en janvier 2012, quelques mois avant La vérité sur l'affaire Harry Kéber. Oui. Et pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas réussi à rapprocher? Parce qu'il m'a fallu plusieurs années entre le moment où j'ai terminé d'écrire ce livre-là et le moment où il est paru pour trouver un éditeur. Finalement, j'ai trouvé un éditeur en Suisse qui s'appelait Vladimir Dimitrievitch,
qui a eu envie de proposer une coédition à Deux Fallois. Entre-temps, Dmitrievitch meurt dans un accident de voiture. Du coup, ce livre se retrouve entre les mains de Bernard de Fallois seul, que je vais trouver. Et je lui dis alors, est-ce que vous voulez le faire paraître? Et il me dit non, écoute, c'est très mauvais, j'y crois pas du tout, ça ne va pas du tout. Et on a commencé comme ça très très mal. C'était en août de 2011. Et puis finalement, le temps a passé, il a finalement accepté de le faire paraître. Et puis le livre est paru. Et puis il a lu Harry Kéber. Et puis on a eu comme ça cette amitié qui est née et qui s'est renforcée. Et avec plus les mois passaient et puis ensuite les années, plus on avait ce sentiment de proximité, malgré notre différence d'âge, parce que lui était né en 1926 et moi je suis né en 1985, mais on avait tous les deux cette envie de nous amuser. Et il avait la conception du succès qui était que le succès, c'est pas tellement de savoir combien de livres on vend ou si on reçoit un prix ou si les journalistes trouvent que c'est bon ou pas. Le succès, c'est le plaisir qu'on a à mener un projet et on avait les deux ce plaisir d'être ensemble, de travailler ensemble qui a noué une amitié très forte. Un écrivain pourrait écrire souvent s'enferme. D'ailleurs, dans le livre, vous racontez un peu la routine, la sortie sur le balcon, la cigarette, la course dans la nature. Est-ce que maintenant qu'on est obligé de s'enfermer, on s'est enfermé pour le premier confinement, là un peu partout ça recommence, comment vous vivez ça? Est-ce que pour un écrivain, on va dire, c'est la vie qui continue comme pendant les phases d'écriture, ou c'est vraiment quelque chose de différent? Peut-être aussi qui paralyse l'écriture. Alors, d'abord, ça dépend des écrivains. Je crois que chaque écrivain a sa méthode, sa façon de faire, son ressenti. Donc, moi, je ne peux parler que pour mon ressenti à moi et qui n'engage que moi. Mais en ce qui me concerne, moi, j'ai besoin d'écrire enfermé dans un bureau. Et pourquoi? Parce que je vais dans ce bureau, donc il n'est pas chez moi. Donc, je pars le matin, je prends le bus, je me mêle aux gens qui vont travailler, aux écoliers qui vont à l'école, à tout ce monde vivant et bruyant et bruissant. Et j'arrive à mon bureau qui est vraiment au centre-ville. Et là, je m'enferme dans le bureau. Et donc, je rentre dans une bulle qui me protège de tout ce bruit, mais ce bruit qui me nourrit quand même, hein, qui est mon terreau, qui nourrit mon imagination, mon imaginaire. Et je vais dans le bureau, je ferme la porte, je m'enferme. Et là, protégé par cette bulle, mais nourri par l'extérieur, j'écris. Et le problème en confinement, c'est qu'il n'y a plus personne dehors. C'est que tout le monde est confiné chez soi. Tout le monde est dans sa bulle à l'intérieur. Et donc, moi, ma bulle d'écrivain, elle n'existe plus puisque je n'ai plus à me protéger de l'extérieur qui n'est plus bruyant, qui n'est plus bruissant, qui n'existe plus. Il n'y a plus un extérieur. Il y a une ville fantôme avec des rues désertes, des bus vides, des magasins fermés. Et pour moi, donc, c'est une période plutôt difficile pour la création parce qu'il me manque ça. Il me manque cette possibilité de l'extérieur. Il me manque ce monde existant pour pouvoir le retravailler dans mon bureau et en faire quelque chose d'autre, une fiction. Votre mère, je crois, était libraire. Qu'est-ce que vous pensez quand vous voyez que les librairies sont obligées de fermer dans beaucoup de pays pour l'épidémie, au nom du fait que les livres ne sont pas un bien essentiel? Oui, c'est très inquiétant. Alors, en Suisse comme en Allemagne, les librairies restent ouvertes malgré le confinement. Et ça, c'est évidemment quelque chose de très important. Je regrette évidemment, je regrette déjà toutes les décisions qui empêchent la culture, parce que la culture, c'est vraiment ce qui nous protège, ce qui nous permet de vivre ensemble, ce qui nous protège de l'obscurantisme, du repli sur soi. Et je comprends évidemment que les salles de cinéma, que les théâtres, que les salles de concert où il y a des regroupements très importants soient malheureusement des endroits qui permettent la propagation du virus et qu'on doive les fermer. Mais je crois que d'autant plus, alors il faut laisser des espaces culturels possibles. Et je crois que les librairies, qui sont en général, et pour les petites librairies indépendantes, des magasins de petite taille dans lesquels il n'y a pas foule et pour lesquels on a vraiment la possibilité de contrôler qui rentre, d'avoir peu de personnes à la fois,
de s'assurer qu'elle porte un masque, qu'elle se lave les mains en entrant et en sortant. Je crois que la librairie est par essence le modèle même de la vie culturelle qui devrait pouvoir continuer en toute sécurité dans ces temps très difficiles. Le dernier chapitre du livre s'intitule « Tourner la page ». Nous vivons, vous l'avez dit, des moments très anxiogènes avec des chocs successifs. On parle de résilience, de la nécessité d'essayer de penser à autre chose. Est-ce que c'est facile de tourner la page et est-ce que c'est, par exemple, en se plongeant dans un livre? Oui, la lecture peut permettre de tourner la page parce que la lecture, c'est l'évasion. La lecture, ça veut dire qu'on est enfermé chez soi, mais qu'on n'est pas chez soi. On est dans le roman. On est en train de vivre une vie parallèle. Donc la lecture, elle a de ça de très important qu'elle est la possibilité de vivre plus longtemps, plus fort, de dédoubler ou de multiplier nos vies. Et ça, c'est un élément très important. Ensuite, dans l'idée de tourner la page, parce que je suis en train de vous dire que la littérature, elle permet de s'échapper et donc d'oublier. Dans tourner la page, il y a aussi, et là vous le dites, plutôt le côté de la résilience, qui est d'être capable de continuer d'aller de l'avant, de continuer sa vie, de continuer cette marche vers la suite, vers la progression, de se dire que la vie est devant, malgré des éléments qui nous en ont empêchés ou qui pourraient nous en empêcher. Et donc, il faut non pas occulter, non pas oublier, mais vivre avec. Et je crois que c'est la leçon, s'il y a une leçon à tirer un peu de la situation dans laquelle on est, c'est que en mars, avril de l'année passée, quand l'Europe s'est confinée pendant 2 mois, on a eu cette tentation de dire, malgré ce qu'on savait du virus, de se dire, on s'enferme pendant 2 mois, on vit 2 mois désagréables, et puis ensuite, on oublie tout. Malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Malheureusement, on vit une deuxième vague, il y en aura peut-être une troisième, qui nous oblige, je crois, je ne suis pas médecin, je ne suis pas épidémiologiste, je ne veux pas me rajouter à la cacophonie de tous ceux qui donnent leur avis, mais simplement dire que je crois qu'on se rend compte qu'il faut aussi être capable de tourner la page, c'est-à-dire de se réadapter et de se dire que notre réalité pour l'instant, elle est celle-là, qu'il faut s'en accommoder et être capable aussi de le vivre aussi bien que possible. Espérons de nous voir la prochaine fois en présence pour vos lecteurs aussi qui vous attendent. Avec plaisir. Et merci beaucoup pour avoir participé à Book City. Merci Joël Dicker et à très bientôt. Avec plaisir. Merci pour votre invitation. Prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir. Au revoir.